Monde. Un embargo massif, personne ne s'y attendait. L'Europe va se passer de 90% du pétrole russe, c'est ce que réclame depuis des semaines Guy Verhofstadt. L'eurodéputé belge sera avec nous en direct de Bruxelles dans la deuxième partie de ce journal. Shakespeare se taille la part du lion au Molière, une version de la comédie comme il vous plaira, a remporté 4 statuettes hier soir. Océane Gouanec reviendra sur le palmarès et les temps forts de cette cérémonie. C'est magnifique, troisième long métrage de Clovis Cornillac. Patrick Simonin a rencontré l'équipe du film. 64 minutes, c'est parti. À la une de l'actualité, au moins 2800 faux billets scannés samedi soir à l'entrée du Stade de France. Chiffre avancé par la Fédération française de football et l'UEFA. 3 jours après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions, la justice française ouvre une enquête pour fraude. On apprend par ailleurs que les risques de débordement avaient été signalés par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Severodonetsk, en partie contrôlé par les forces russes. Les combats font rage ce soir dans le centre de cette ville stratégique du Donbass, sous feu de l'artillerie russe. 12 000 civils ukrainiens sont pris au piège. C'est le match que tout le monde attend à Roland-Garros. La nuit des géants, titre le journal sportif français L'Équipe. Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affrontent en quart de finale ce soir. Nous serons en direct de la Porte d'Auteuil avec Isabelle Musy. Qui est responsable? Où se trouvent vraiment les failles? 3 jours après le chaos avant le match Liverpool-Real Madrid, de nouveaux éléments viennent donc d'être révélés. Les précisions de Dimitri Porte. À la une du Liverpool Echo, la fierté des supporters des Reds. Le président du club demande des excuses publiques à la France. La demande est formelle, une lettre adressée à la ministre française des Sports, dans laquelle Tom Werner tense la légèreté de Paris. Je suis totalement incrédule qu'un ministre du gouvernement français puisse faire une série de déclarations non prouvées sur une question d'une telle importance avant même qu'un processus d'enquête approprié n'ait eu lieu. La veille, la ministre des Sports, Amélie Ouéda-Castéra, avait affirmé que le club britannique avait laissé dans la nature ses fans et qu'ils étaient en partie responsables du chaos. Pourtant, 3 jours avant la finale, les services de renseignement français avaient alerté les autorités des risques de débordement. 50 000 supporters anglais attendus avec ou sans billets. Plusieurs centaines tenteront de forcer l'entrée du stade. Grande vigilance, match classé niveau 3. Pourquoi le ministère de l'Intérieur n'a-t-il pas pris la mesure de l'alerte? La question reste posée. Hier, Gérald Darmanin accusait une fraude massive aux faux billets pour justifier le chaos de la finale. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France, c'est-à-dire 80 000 personnes, sur le parvis. Et ils étaient là avec ou sans billets, avec des billets falsifiés ou sans billets du tout. Ces dernières heures, la Fédération française de football et l'instance européenne, l'UEFA, évaluent de leur côté 2800 faux billets scannés samedi. Bien loin des chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur. Et sachez que 6 hommes étaient jugés en comparution immédiate ce mardi au tribunal de Bobigny pour des vols au préjudice de supporters. Contre toute attente, le sommet européen de Bruxelles sur l'Ukraine a débouché sur un accord. Les 27 ont validé le 6e train de sanctions contre la Russie qui prévoit notamment d'exclure la Sberbank, la principale banque russe, du système international de messagerie bancaire SWIFT. Des sanctions aussi contre une 60aine de personnalités, dont le chef de l'église orthodoxe russe. Mais la mesure phare, et ce qui était inattendu, je vous le disais, c'est cet embargo sur le pétrole russe, des sanctions qualifiées de très fortes par Emmanuel Macron, le président français. On retrouve Paul Germain à Bruxelles. Paul, alors c'est plutôt une surprise, donc cet embargo. Eh bien, une grosse surprise même parce que Ursula von der Leyen, quand elle est arrivée au sommet hier après-midi, elle avait déclaré qu'elle était plutôt pessimiste et qu'il n'y aurait sans doute pas d'accord sur les sanctions avant plusieurs jours. Et Viktor Orban en avait rajouté une couche en disant qu'il n'y avait pas de compromis sur la table acceptable par la Hongrie. Et puis, durant la nuit, en pleine nuit, Charles Michel est apparu et il a annoncé la fumée blanche et ce fameux embargo sur le pétrole russe. Écoutez-le.
Nous voulons stopper la machine de guerre russe et stopper le financement de cette capacité militaire russe en mettant en œuvre des sanctions qui visent à faire pression sur le Kremlin. Le Conseil européen a pu s'accorder sur un 6e paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe, avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. Et oui, dans cet accord, Paul, il y a donc une exception, comme le dit Charles Michel, une exemption pour le pétrole russe qui vient par pipeline, c'est-à-dire par oléoduc. Ça veut dire quoi au juste ? Eh bien, cela veut dire que l'embargo ne sera pas total. Il portera uniquement sur le pétrole russe qui est acheminé en Europe par bateau, par la mer. Une concession, bien sûr, à la Hongrie qui est totalement dépendante d'un pipeline, d'un oléoduc russe. Un oléoduc qui va pouvoir continuer à fonctionner, du moins temporairement, et desservir la Hongrie, mais aussi la Slovaquie et la Tchéquie. Cela dit, 90% du pétrole russe seront quand même concernés par cet embargo. Finalement, les leaders de l'Union européenne auront écouté le président Zelensky qui est intervenu par visioconférence lors de ce sommet et qui avait demandé aux 27 de mettre fin à leurs querelles internes. Paul Germain à Bruxelles, merci Paul. Et je vous rappelle que Guy Verhofstadt réagira, l'eurodéputé belge qui appelle de ses voeux à cet embargo depuis plusieurs semaines. Ce sera dans le grand angle. Sur le terrain, les forces russes contrôlent désormais une partie de Severodonetsk, ville stratégique du Donbass, annonce faite en tout cas par le gouverneur ukrainien de Louhansk. L'étau se resserre aussi sur la ville de Lysychansk, où les habitants se retrouvent au milieu des tirs d'artillerie et des roquettes russes et ukrainiens. Image commentée par Antoine Delpierre. Sur ces images fournies par la chaîne de télévision russe RTR, qui dit les avoir filmées à Sievierodonetsk, des militaires russes prennent position dans les ruines d'un quartier résidentiel. Voilà qui semble confirmer les déclarations du gouverneur ukrainien de la région de Louhansk. D'après lui, les soldats du Kremlin contrôlent désormais une partie de cette ville de l'est du pays, pilonnée depuis des semaines. De l'autre côté de la rivière qui sépare les deux villes, Lysychansk endure le même sort. Coincés sur le front qui oppose les forces russes aux soldats ukrainiens, les habitants subissent depuis plusieurs jours des tirs d'artillerie incessants. D'un côté comme de l'autre, les imbéciles doivent se mettre d'accord parce que c'est toujours les gens innocents qui souffrent. Et votre Europe, c'est pareil. Dans la ville, en partie détruite et désertée, certains n'ont pas eu d'autre choix que de rester, malgré l'encerclement annoncé par les soldats russes. Il y a eu un bang, puis la maison a commencé à trembler et les échafaudages ont commencé à tomber partout. Nous n'avons même pas compris ce qui s'est passé. Personne n'est venu nous voir depuis. Plus tôt, ils nous avaient demandé à tous d'évacuer, mais j'ai une grand-mère âgée et son frère. Ils ne marchent pas très bien. Située à quelques 80 km de Kramatorsk, la capitale régionale, Sievierodonetsk et sa voisine Lysychansk forment une agglomération clé pour parvenir à l'objectif affiché de Moscou, le contrôle de l'intégralité du Donbass. Et loin du Donbass, dans les faubourgs de Kiev, la capitale, l'heure est à la reconstruction, 2 mois après le départ de l'armée russe. De Boutcha à Irpin en passant par Hostomel, reportage de nos envoyés spéciaux Luc Hortel, Léo Marron, Alexander Bensa. C'est la dernière maison encore debout dans ce quartier. Celle d'Alexander. Depuis 17 ans, il habite ici. Désormais, il survit au cœur d'un champ de ruines. Nous étions juste ici. On ne voyait pas les Russes et une roquette a frappé les maisons. À 65 ans, il est seul et doit désormais tout reconstruire. J'ai encore de la force dans les bras. Mais mes jambes me font souffrir. Et puis j'ai besoin de matériel et d'argent pour tout reconstruire. Alors dans ces quartiers dévastés, la solidarité s'organise. Ici, 2 frappes russes ont pulvérisé le toit de l'église. La deuxième a frappé le 2e étage et tout a brûlé. Des volontaires aident à réparer et nettoient l'intérieur. Bientôt, le prêtre espère accueillir de nouveau les fidèles. Ça avance. On finit le toit. Je pense que ça sera plus rapide que prévu. Peut-être dans 6 mois.
Parmi ces chantiers, certains sont financés par l'État grâce aux aides de la communauté internationale. Dans la banlieue de Kiev, près de 75% des bâtiments sont endommagés. Alors aujourd'hui, la priorité du gouvernement ukrainien, c'est de reconstruire ces infrastructures, en particulier celles stratégiques, comme les ponts qui relient la capitale au reste de l'Ukraine. Ici, la route principale pour rejoindre le nord, coupée en deux au plus fort des combats. Désormais, les véhicules roulent sur des planches de bois. Un chantier vient tout juste de commencer. Il faut à tout prix restaurer cet axe stratégique. On nettoie car des ingénieurs sont venus pour faire un nouveau projet. Mais c'est long et ce n'est pas facile. Quelques kilomètres plus loin, les images de ce pont détruit ont fait le tour du monde. Le gouvernement ukrainien veut désormais en faire un lieu de mémoire. Il faut y voir le signe d'une victoire pour ce travailleur. Là-bas, on a fait une route et bientôt un nouveau pont. L'ancien va devenir un monument. Il faut que les gens se rappellent ce que les Russes ont fait ici. À l'échelle du pays, les dégâts sont estimés entre 200 et 500 milliards de dollars. La reconstruction, un nouveau défi pour l'Ukraine. Et pour la toute première fois depuis la prise de Mariupol par l'armée russe, un navire commercial chargé de 2500 tonnes de métal a quitté le port ukrainien de la mer Noire, Mariupol donc. Le bateau a pris la direction de Rostov-sur-le-Don en Russie. Colère de l'Ukraine qui dénonce un pillage. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette guerre en Ukraine qui a débuté il y a 97 jours. Des avions de guerre chinois ont fait une nouvelle incursion dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Pékin a entamé ces dernières années des campagne de ce type d'incursion pour maintenir sous pression l'aviation vieillissante de Taipei. La Chine qui tente dans le même temps d'asseoir son influence dans cette région de l'Indo-Pacifique. Mais vous allez le voir, la tournée du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi vient d'accoucher d'une souris, comme nous le précise Guillaume Villadier. Kiribati, les îles Salomon, Samoa, Fidji, Tonga, 10 pays visités en 10 jours. Pour contrer la tournée de Joe Biden et le sommet du Quad à Tokyo, Pékin n'avait pourtant pas hésité sur les moyens. À chacune de ces étapes, Wang Yi a martelé le même message. Pour les pays insulaires du Pacifique, la Chine n'est pas un nouveau venu, mais un vieil ami qui entretient une amitié de longue date. Les progrès rapides des relations entre la Chine et les pays insulaires du Pacifique ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une évolution naturelle. À chaque fois aussi, Pékin a mis sur la table plusieurs millions d'aides financières, un accord de libre-échange, un accès privilégié au marché chinois. Tout cela en échange de la signature d'un pacte de sécurité. Pour le chef de la diplomatie chinoise, l'offre ne pouvait pas se refuser. La signature devait avoir lieu ce lundi lors d'une rencontre avec ses homologues. Sauf qu'aussi petit soit leur pays, les dirigeants du Pacifique n'ont pas été conquis par le géant chinois. Même s'ils tiennent à garder de bonnes relations avec la Chine, la plupart d'entre eux n'ont aucunement l'intention de froisser Washington. Surtout, comme l'a résumé le Premier ministre des îles Fidji, la bataille diplomatique en cours entre Chinois et Américains dans la zone Indo-Pacifique est à 1000 lieues des préoccupations locales. Les points de vue géopolitiques ne signifient pas grand-chose pour ceux qui sont sous la menace de la montée des eaux, dont l'emploi a été perdu à cause de la pandémie, ou dont la famille est touchée par la hausse rapide du prix des produits de base. Réponse des Chinois, ne soyez pas trop nerveux ou trop anxieux. Mais l'accord annoncé n'a pas eu lieu. Pas question pour Pékin de parler d'échec. Officiellement, les discussions continuent. Au Canada, Justin Trudeau veut imposer un gel national de la possession d'armes de poing, projet annoncé par le Premier ministre canadien quelques jours après la tuerie qui a fait 21 morts dans une école aux États-Unis. Le texte doit être ratifié par le Parlement d'Ottawa où son parti, le Parti libéral, est minoritaire. On écoute Justin Trudeau. Nous présentons un projet de loi pour mettre en œuvre un gel national de la propriété des armes de poing. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de transférer ou d'importer des armes de poing n'importe où au Canada. Autrement dit, nous plafonnons le marché des armes de poing.
Et on reste au Canada avec un autre texte qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec. Cette législation fait du français la langue exclusive dans les municipalités et les lieux de travail à partir de 25 employés. Les précisions de Séraphine Charpentier. C'est un éternel débat au Québec. Entre francophones et anglophones, on s'écharpe pour des questions de langue. La pomme de discorde, la nouvelle loi 96. Elle impose l'usage du français dans la vie quotidienne. Les anglophones sont vent debout. Et même dans la province francophone, elle ne met pas tout le monde d'accord. La dynamique politique que ça provoque est intéressante. Le PLQ trouve que la loi va trop loin. Le PQ trouve qu'elle ne va pas assez loin. La loi 96 va-t-elle trop loin ou pas assez loin? Tour d'horizon du tour de vis des autorités québécoises. Dans les entreprises de plus de 25 salariés, il faudra parler français si les employés le demandent et si la langue majoritaire dans l'entreprise est bien le français. Les immigrants, eux, auront une période de 6 mois pour apprendre le français. Après cette période, toutes les formalités s'effectueront dans la langue de Molière. Exception faite pour les services de santé, où l'anglais restera d'usage, au même titre que le français, ce pour tous les Québécois. Enfin, dans les écoles, le nombre d'élèves anglophones ne pourra pas augmenter au-delà des 20% actuels. Un point qui inquiète particulièrement les populations autochtones. L'anglais est leur langue première ou seconde après leur langue ancestrale. Il est surnommé le village de la mort en Afrique du Sud. 11 personnes ont été assassinées depuis le début de l'année dans la localité de Zinkolweni avec, vous allez le voir, un mode opératoire qui empêche les habitants de fermer l'œil. Le récit de Séraphine Charpentier. Des collines à perte de vue, des moutons broutant en toute quiétude. À première vue, Zinkolwenji a tout d'un village on ne peut plus paisible. Tout, sauf son surnom, le village de la mort. J'étais assise ici à attendre et même maintenant j'attends toujours d'être tuée. Dans sa maison perdue au milieu des champs, cette habitante ne dort plus que sur une oreille. En un an, 11 personnes ont été assassinées dans ce petit village de 3000 âmes. Chaque début de mois, le cauchemar se répète, la nuit, avec une régularité d'horloge. Les victimes sont presque toujours les mêmes, des femmes âgées vivant seules. La mère de cette cinquantenaire a été la première victime de cette série macabre. En mai 2021, aux premières lueurs du jour, peu après être rentrée du cimetière, elle est assassinée. Cette nuit-là, ils ont défoncé la porte et sont entrés dans la maison. Ils ont poignardé ma mère qui dormait ici. Son sang était partout. Elle avait aussi une blessure sur le haut du corps. Et plus tard, quand les secours sont venus la chercher, ils ont vu que sa gorge avait été tranchée. Ma tante était de l'autre côté de la pièce, morte. Dans cette salle, des habitants, inquiets, participent à une réunion publique. L'enquête piétine et la psychose continue. Des villageois se sont fait justice eux-mêmes. Ils ont pendu ou brûlé vifs 7 jeunes hommes qu'ils soupçonnaient d'être à l'origine des crimes. J'hésite à dire que les meurtriers tuent pour de l'argent. Parce qu'après les attaques, lorsqu'on a fouillé les maisons, on a trouvé de l'argent. On se demande ce qu'ils voulaient à ces personnes. 12 hommes ont été arrêtés, puis relâchés faute de preuves. Dernièrement, les meurtres se sont arrêtés net. Selon les enquêteurs, le ou les tueurs en série pourraient avoir changé de périmètre. Roland Garros avec un match qui se joue en ce moment. Alexander Zverev, l'Allemand qui affronte le prodige espagnol Carlos Alcaraz. Pour l'instant, l'Allemand mène 2-7 à 0, 6-4, 6-4. Mais le match que tout le monde attend, disons-le, à Roland Garros, c'est Nadal contre Djokovic. La nuit des géants, titre d'ailleurs le journal sportif français. L'équipe, quart de finale, coup d'envoi 20h45. En attendant, on retrouve Isabelle Musy en direct de la Porte d'Auteuil. Bonsoir Isabelle, vous couvrez ce tournoi sur la terre battue parisienne pour notre partenaire suisse, la RTS. Disons-le Isabelle, c'est une finale avant l'heure.
Oui, clairement, depuis le tirage au sort, on savait que ce possible quart de finale entre les deux grands favoris du tournoi allait s'annoncer comme une finale effectivement avant l'heure. C'est un duel entre deux immenses champions. De côté, Novak Djokovic, numéro 1 mondial, 20 titres du Grand Chelem, dont 2 victoires ici à Roland-Garros. Et Rafael Nadal, actuellement 5e mondial, mais 21 titres du Grand Chelem, dont 13 victoires ici, porte d'Auteuil. Et rappelons, Isabelle, que ce sont les 2 derniers vainqueurs du tournoi du Grand Chelem parisien. Novak Djokovic, il me semble, la dernière fois. Rafael Nadal, celle d'avant. Qui est favori alors ce soir ? Alors, en temps normal, on aurait envie de dire que c'est Rafael Nadal, parce que même si Novak Djokovic mène par 30-28 dans le bilan de leur confrontation, sur terre battue, Nadal a remporté 13 de leurs duels contre 8 seulement pour Novak Djokovic. Mais voilà, le problème c'est que Rafael Nadal est arrivé ici avec l'inconnu autour de son pied, qui l'a gêné au tournoi de Rome, donc il n'est pas au meilleur de sa forme, contrairement à Novak Djokovic. Et puis surtout, ce match a lieu le soir. Alors ça a fait beaucoup de polémiques, notamment à cause des droits télé, mais aussi sur le plan sportif, parce que Nadal l'a dit, la terre battue, c'est une surface vivante. Le soir, les conditions de jeu ne sont pas les mêmes et elle favorise plutôt Novak Djokovic. Oui. Peut-être un dernier mot justement sur cet horaire. C'est vrai que c'est plutôt un horaire de match de football. Isabelle, Rafael Nadal est monté au créneau, vous nous le dites, pour protester. C'est vraiment un choix qu'il aurait voulu éviter? Oui, clairement, il l'a dit. En plus, ça peut potentiellement être son dernier match à Roland-Garros parce qu'il ne sait pas comment continuera sa carrière à cause de sa blessure au pied, qui est une blessure chronique qu'il ne peut pas soigner. Oui, il l'a clairement dit. Moi, j'aime pas les sessions de nuit. Il a rien contre les sessions de nuit à l'US Open ou à l'Open d'Australie parce que c'est une surface dure. Mais sur terre battue, c'est pas le même jeu. C'est une surface vivante. C'est pas les mêmes conditions de jeu. C'est plus lent, c'est plus lourd et ça lui convient moins. Ouais, juste un petit mot peut-être pour finir, Isabelle. Alexander Zverev, je le disais, mène 2-7-1 face à Carlos Alcaraz qui avait gagné sur la terre battue madrilène. C'est une surprise, on peut le dire, ce soir pour l'instant, si le score venait à être entériné en faveur de l'Allemand? Oui, alors c'est une surprise parce que c'est vrai que Carlos Alcaraz a vraiment impressionné depuis le début de l'année et surtout lors des tournois sur terre battue. Il a effectivement battu assez sèchement Zverev en finale à Madrid. Mais c'est vrai aussi qu'en Grand Chelem, c'est pas pareil. Sur des matchs en 5-7, sur 15 jours, l'expérience prime. Et puis il est tout jeune encore, Alcaraz. Il n'a pas beaucoup de tournois du Grand Chelem derrière lui. Et peut-être que finalement, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Mais il n'a pas encore perdu, on l'a vu l'autre jour, il est capable de rebondir quand il est mené. Merci beaucoup Isabelle Musy en direct de Roland-Garros. Bon match à vous ce soir, donc 20h45, Rafael Nadal, Novak Djokovic. C'est du jamais vu en France depuis 37 ans. L'inflation atteint 5,2% sur un an. Vicky Bogart nous en dit plus dans le journal de l'économie. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez avec nous sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous à la une de l'actualité économique. L'inflation connaît une nouvelle accélération en France. Elle a atteint 5,2% sur un an au mois de mai. C'est du jamais vu depuis septembre 1985. Tous les secteurs sont désormais touchés. Les prix des carburants se sont envolés. Dans les grandes surfaces, les clients payent leur panier en moyenne 3,8% plus cher qu'il y a un an. Et cela pourrait grimper jusqu'à 10% d'ici à la fin de l'année. Même les vêtements coûtent déjà 4% plus cher qu'en 2021 selon l'INSEE. Cela pourrait grimper jusqu'à 15% dans le textile cette année. Dans l'ameublement, la hausse des prix devrait frôler les 10% en 2022. Ces hausses de prix pèsent sur la confiance des ménages et leur pouvoir d'achat. Le gouvernement promet donc toute une série de mesures. On écoute le ministre de l'économie. Nous savons que les prix sont tirés vers le haut à la fois par la situation sur les marchés de l'énergie, également par la situation sur les marchés alimentaires, ce qui explique la proposition de chèque alimentaire sur laquelle le président de la République et la Première ministre nous ont demandé de travailler. Raison de plus pour tenir nos promesses en matière de plafonnement des prix de l'électricité et de gel des prix du gaz.
Les prix du pétrole poursuivent leur envolée ce mardi. Le Brent dépasse les 120 $ le baril. Il n'avait pas été aussi haut depuis le début du mois de mars. Cela fait suite à la décision d'embargo sur le pétrole russe prise par les 27 pays membres de l'Union. Les Européens se passeront donc de 90% de l'or noir qu'ils achètent à la Russie d'ici à la fin de l'année. Et cela ne sera pas sans conséquence sur les prix à la pompe, comme nous l'explique cet économiste. On pourra avoir un prix du baril qui s'envole, qui atteint 130, 150 $. À ce moment-là, on peut avoir effectivement 2,20 €, 2,30 € à la pompe. Ça serait pas, oui, ça serait possible. Autre sanction prise par Bruxelles, la principale banque russe Sberbank est exclue du système de messagerie internationale SWIFT. Cette plateforme permet aux établissements financiers de réaliser des opérations cruciales comme des ordres de transfert de fonds. La banque publique russe, déjà visée par de lourdes mesures américaines et britanniques, a assuré que cette décision ne l'affectera pas. On en vient maintenant à cette bonne nouvelle pour la France. L'Hexagone est le pays européen le plus attractif pour les entreprises étrangères, et ce pour la 3e année consécutive. C'est ce qui ressort d'un baromètre publié par un grand cabinet de conseil. Avec plus de 1200 projets l'an dernier, la France a attiré plus d'1 projet sur 5 à destination de l'Europe. C'est 24% de plus qu'en 2020. Une bonne partie concerne l'industrie, comme l'automobile, l'aéronautique, la chimie ou encore la construction. La France fait ainsi la course en tête devant le Royaume-Uni, qui subit les effets du Brexit, et l'Allemagne, où les difficultés de recrutement sont importantes. Seul bémol, les montants investis sont plus faibles qu'en Grande-Bretagne et Outre-Rhin, et ils engendrent moins de création d'emplois. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.